Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un problème de chimie qui est tiré du CCINP TSI 2024, donc qui est tout fraîchement sorti. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à ne pas hésiter à mettre sur pause, chercher les questions qui vous sont proposées ici, et ensuite essayer de suivre la correction pour voir si vous avez bien cerné ce qui était attendu de ces questions. Donc là, je vais répondre dans un premier temps aux questions 19 à 24 pour lesquelles vous avez l'énoncé devant les yeux, et puis on fera la suite après. Donc donner les schémas de Lewis des molécules d'eau et de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est pas une question très difficile. J'espère que vous savez tous le faire, hein. Donc l'eau, c'est H2O. Donc on sait par culture chimique maintenant, après notre cursus de prépa, que l'eau est coudée, même si ça va nous être dit dans la suite de l'énoncé. Et pour le CO2, bon, bah, il faut que le carbone respecte l'octet. Et donc en fait, le carbone va faire deux doubles liaisons ici, avec chacun des oxygènes. Voilà. Donc pour H2O et CO2, la molécule d'eau est coudée alors que le dioxyde de carbone est linéaire. Expliquer qualitativement la différence. Donc ici, on a deux différences principales. On a le fait que dans CO2, on a des doubles liaisons. Et donc les doubles liaisons sont évidemment plus rigides, plus difficiles à bouger. Les doubles liaisons sont plus rigides, donc moins faciles à faire tourner, entre guillemets, hein. Et la deuxième différence vient du nombre de doublés non liants. On en a 2 pour la molécule d'eau et 4 pour la molécule de dioxyde de carbone. Et les doublés non liants, bah, ce sont des doublés de charge. Donc ils ont tendance à se repousser. D'où le fait que dans la molécule de CO2, ils essayent de se mettre le plus loin possible des autres doublés. Donc cela conduit à une géométrie linéaire. Représenter justification à l'appui le moment dipolaire de la molécule d'eau sur un schéma de celle-ci, préciser le qualificatif donné à cette molécule. Donc on nous donne les électronégativités de Pauling de H et de l'oxygène, ici. Donc on voit bien que l'électronégativité de l'oxygène est supérieure à l'électronégativité de l'hydrogène. Donc dans la molécule d'eau, H2O ici, eh bien, les électrons de la liaison OH vont être en réalité un petit peu plus proches du O que du H, ce qui fait qu'on va avoir apparition d'une charge delta- vers l'oxygène et une charge delta+ vers l'hydrogène, ce qui va conduire à l'existence de deux moments dipolaires, ici du O vers le H, pour chaque liaison, mu OH et mu OH. Et par somme vectorielle, on va récupérer le moment dipolaire de la molécule d'eau, qui va être donc dirigé comme cela ici, mu H2O. Et donc mu H2O est non nul, donc la molécule est polaire pour l'eau. Alors en expliquant la démarche suivie, je vais reprendre la question, comme ça vous évite d'avoir à chaque fois à reprendre tout le sujet depuis le départ. Donc en expliquant la démarche suivie, déterminer quelle espèce parmi l'eau ou le dioxyde de carbone possède la température d'ébullition la plus élevée. Donc ici, il faut comparer les interactions intermoléculaires. Entre H2O et H2O d'une part, ça c'est le cas de l'eau, et CO2 et CO2 d'autre part. Donc pour comparer les interactions moléculaires, vous savez que des interactions intermoléculaires, il y en a de plusieurs types, et donc il y a les interactions de Van der Waals, et il y a les interactions par liaison hydrogène. Donc les liaisons hydrogène, on peut déjà éliminer évidemment le CO2, puisqu'il n'y a pas d'hydrogène, et par contre le H2O, il a bien des liaisons hydrogène. Et pour les interactions de Van der Waals, il y en a trois types, hein, je vous rappelle. Les trois types, dipôle permanent, dipôle permanent. Donc, dipôle permanent
dipôle permanent. C'est celle qu'on appelle chisom. On a dipôle permanent, dipôle induit. Et on a dipôle induit, dipôle instantané. Voilà, j'écris pas très bien, j'ai pas trop de place, mais voilà les trois types d'interactions qui sont London de Baye. Et donc ici, CO2 est apolaire. Donc comme CO2 est apolaire, il a seulement des interactions de Baye. Et H2O est polaire. Donc on a du chisom plus du London plus du Debye. Alors dernière chose avant de pouvoir conclure, il faut bien préciser que CO2 et H2O sont de volumes équivalents, puisqu'ils sont à peu près ils font former des atomes qui sont sur les mêmes lignes. Donc grosso modo le volume est à peu près le même, donc la polarisabilité est équivalente, ce qui fait que les interactions de type Van der Waals vont être de même ordre de grandeur pour les interactions de dipôle instantané et dipôle induit. Donc finalement, on a plus d'interactions, plus de force intermoléculaire pour H2O que CO2. Donc on conclut assez aisément que la température d'ébullition de l'eau est plus grande que la température d'ébullition du CO2, chose tout à fait intuitive puisqu'on sait que le CO2 est à l'état gazeux dans les conditions normales de température et de pression, contrairement à l'eau qui est liquide. Voilà. Donc ensuite on attaque la partie équilibre chimique. Donc on va nous demander de regarder un petit peu l'équilibre de solubilité. Hop, ça n'a pas copié, pardon. Du CO2 ici dans l'eau. Voilà, donc on attaque cette partie 2. Donc déterminer l'enthalpie standard de l'équilibre 1. L'équilibre 1, c'est donc CO2 gazeux égale CO2 aqueux. Bon, pour déterminer l'enthalpie standard, on va utiliser la loi de Hess, qui nous donne que delta RH standard est égal à delta FH standard de CO2 aqueux moins delta FH standard de CO2 gazeux. Et donc on va aller chercher dans les données. CO2 aqueux, c'est moins 413,8 et gazeux, c'est moins 393,5. Donc ça fait moins 413,8 plus 393,5. Si je rajoute 20, ça fait 413,5. Donc ça fait moins 20,8 kJ par mol. Donc on a quelque chose qui est négatif, donc la réaction est exothermique. Donc, dans la question suivante, on nous demande de préciser l'influence d'une augmentation de température sur l'équilibre 1. Donc on va appliquer la loi de Van 't Hoff, qui nous est rappelée ici, deadlock de K sur dt égale delta RH rond sur RT carré. Donc ici, delta RH rond est négatif, donc K standard est une fonction décroissante de T. Donc si on parle d'une situation d'équilibre, si on part de l'équilibre, QREC égale K standard. Donc sur une flèche de QR, vous avez K standard. Imaginez qu'on parte de cette situation d'équilibre pour laquelle le QR est égal à K standard. Et bien si on augmente T à P constant, eh bien K standard diminue et le quotient réactionnel, lui, ne change pas ou peu. Donc si on augmente T à P constant, K standard diminue. Donc je me retrouve avec K standard prime qui est ici. Et donc le QR va devoir diminuer
pour rejoindre le nouveau K', donc le sens d'évolution. Donc QR doit diminuer, donc on a une évolution dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens de formation du CO2 gazeux. Donc on a moins de CO2 aqueux à haute température. Donc justement, on nous donne quelques valeurs de la solubilité. Donc on voit bien que la solubilité du dioxyde de carbone, comme on vient de l'expliquer, diminue avec la température. Donc on va copier ces deux questions ici, 25-26. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour répondre aux questions au fur et à mesure. Donc on a bien la solubilité qui diminue avec la température. Et donc ça c'est cohérent avec la question 24 de tout à l'heure, puisqu'on vient de dire que quand on augmente la température, on a déplacement d'équilibre dans le sens de formation du CO2 gazeux, c'est-à-dire non pas le CO2 aqueux, donc il y a moins de CO2 dissous dans l'eau. Détermine l'expression du quotient de réaction associé à l'équilibre précédent en fonction de la pression partielle et de la concentration en CO2 aqueux. Donc là, c'est une question d'équilibre. Donc on écrit la loi de l'équilibre, qui est la loi de Guldberg-Wage ou la loi d'action des masses. Vous pouvez utiliser les deux noms. Donc on a que QREC est égal à K. Pour l'instant, on n'est pas à l'équilibre. Si, à l'équilibre, pardon. Ça s'appelle QR. Donc ça, c'est égal à l'équilibre. Donc c'est égal à K. Ici, en fait, on ne demande que le QR. Donc c'est l'activité de CO2 aqueux sur l'activité de CO2 gazeux. Et donc c'est la concentration en CO2 aqueux sur la concentration standard fois l'inverse de la pression en CO2 sur une pression standard, avec les concentrations standard et pression standard qui valent respectivement 1 mol par litre et 1 bar. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus, normalement. Ça reste de l'équilibre. Préciser l'influence d'une augmentation isotherme de pression. Je vais ici passer des questions 27 à 30 maintenant. Donc préciser l'influence d'une augmentation isotherme de pression. Si on augmente PCO2 à T constant, eh bien cette fois-ci QR va diminuer et K reste constant, puisque je ne change pas la température et que K ne dépend que de la température. Donc cette fois-ci, sur ma petite flèche de QR, si je pars d'une situation d'équilibre, on a K qui cette fois-ci ne va pas bouger. Donc au départ, QR égale K. Ça c'est le départ. Et si j'augmente P, donc on augmente P, PCO2, donc le QR diminue. Donc ici, je vais me retrouver avec un QR' qui est ici. Et donc, on va avoir cette fois-ci une évolution dans le sens direct, de manière à réatteindre l'équilibre. Et donc, on a une évolution de l'équilibre dans le sens, cette fois-ci, de formation de CO2 aqueux, cette fois. Si j'augmente la pression, je déplace l'équilibre dans le sens de la diminution du nombre total de moles de gaz. Donc ici, on a bien la cohérence avec ça. Donc ensuite, on a en 28 et 29 donné l'expression des potentiels chimiques. Donc ça, c'est une question intéressante puisqu'il y a peu de questions sur les potentiels chimiques. Donc il faut se rappeler de la formule de cours. Le potentiel chimique d'une espèce, c'est le potentiel standard plus R fois T ln de l'activité de l'espèce. Donc ici, je suis sur l'espèce CO2 gazeux, donc mu CO2 gazeux, c'est égal à mu CO2 gazeux standard plus RT, ln de l'activité, c'est donc la pression partielle en CO2 sur la pression standard,
Donc ça, c'est pour le potentiel chimique de l'espèce gazeuse. Et maintenant, pour le potentiel chimique du carbone dissous, mu CO2 aqueux, bah, ça va être égal à mu CO2 aqueux standard plus RT ln de la concentration, cette fois-ci, en CO2 aqueux, divisé par C standard. Je remplace cette fois-ci l'activité d'une espèce dissoute. Et donc on me dit que lorsqu'une espèce chimique est dans un état d'équilibre, son potentiel chimique est le même dans les deux phases. Donc on peut maintenant égaliser les potentiels chimiques et montrer qu'on a une relation très simple entre les deux. Donc ici on a mu CO2 gazeux égale mu CO2 aqueux. Donc on n'a que mu CO2 gazeux standard plus RT ln de PCO2 sur P ronde égale mu CO2 aqueux standard plus RT ln de la concentration en CO2 sur C standard. Donc là, on va diviser par RT. Donc on va se retrouver avec mu CO2 gazeux standard moins mu CO2 aqueux standard sur RT égale ln de la concentration en CO2 aqueux sur C standard fois P standard sur PCO2. Et donc en passant à l'exponentielle, on a bien que la concentration en CO2 aqueux est égale alors à PCO2 fois C standard sur P standard fois exponentielle de mu, le potentiel standard du CO2 gazeux, moins le potentiel standard du CO2 aqueux, chimique, hein, j'entends, sur RT. Et donc on a bien ici la constante petit k qui nous est proposée, k fois P de CO2. Très bien, donc on attaque maintenant les questions 31 et 32. On a besoin de la valeur de k ici. Voilà. Donc k est une constante qui vaut 0,025. Donc calculer la valeur de la concentration en quantité de matière en dioxyde de carbone dissous lorsque la pression vaut 4 bars. Bon, ici on a tout simplement CO2 qui est égal à k fois 4. Attention aux unités, le k est donné en bar moins 1, donc je multiplie uniquement par 4. Et donc ça fait 0,10 mol par litre ici. En déduire la masse de CO2 contenue dans 1 litre d'eau. Donc la masse de CO2, on cherche la masse de CO2 dissous. Donc on a tout simplement eh bien, la masse de CO2 qui est égale à petit n fois la masse molaire de CO2. Petit n, c'est la concentration en CO2 aqueux fois le volume, fois la masse de CO2. Et donc dans un litre, on se retrouve avec 0,10 fois la masse molaire de CO2 qui est 12 pour le carbone plus 2 fois 16. 32 et 12, 44. Donc ça fait 4,4 grammes. Très bien, donc on attaque la toute dernière partie. Des questions relativement indépendantes du reste, hein, finalement. Une question sur les réactions acide-base, ça fait pas de mal. Donc on nous parle du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, sous la forme CO2 aqueux plus 2H2O liquide égale HCO3- plus H3O+. Donc on nous dit que la concentration en CO2 aqueux, c'est 0,1. Donc on va la noter C0. L'eau, c'est le solvant. Et on veut déterminer le pH de la solution. Donc on va faire un tableau d'avancement en concentration ici, de cette forme. Et donc la constante d'équilibre, c'est K2 standard, qui vaut 10 puissance moins 6,4. Donc ça, c'est très petit devant 1. Donc on va faire une hypothèse. C'est que la réaction est très peu avancée. Et alors en quoi ça m'aide ? Ça me permet d'écrire que C0 moins X sec est en fait à peu près égal à C0. Ce qui me permet d'écrire qu'à l'équilibre, K2 standard est égal à X sec carré divisé par C0. Et donc j'en déduis tout simplement X sec.
Xx est égal à la racine de K2 standard fois C0, c'est-à-dire la racine de 10 puissance moins, on était à moins 6,4 fois moins 1, donc moins 7,4. Donc ça fait 10 puissance moins 3,7 mol par litre pour la Xsec. Et Xsec, c'est la concentration H3+, donc le pH, c'est moins log de Xsec sur ces ronds. Et donc ça vaut 3,7 ici. Et donc on a bien ici, on remarque, on a bien que 10 puissance moins 3,7, c'est à peu près 10 moins 4, est très petit devant 10 moins 1. Donc l'hypothèse de départ est validée. Donc, voilà comment on trouve le pH dans ce type de situation. Et enfin, toute dernière question qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste. On veut refroidir un thé glacé. Donc on nous dit qu'un étudiant souhaite réaliser un thé glacé pétillant. Dans un thermos, il ajoute 1 litre de thé à 20 degrés, ainsi que des glaçons qui sont initialement à moins 15 degrés. Donc ça va être le thermos. Le thermos, on va supposer qu'il est parfaitement isolé. Donc il n'y a pas de transfert thermique qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas non plus de travail des forces de pression, dans la mesure où, de travail des forces de pression extérieures, autre que j'entends le système du thermos est incompressible ici. Et donc on a le T dedans. Donc là on a le T, qui initialement était à 20 degrés. Et on va rajouter dedans des glaçons. Donc on vient rajouter un certain nombre de glaçons qui sont ici à moins 15 degrés au départ. Et donc l'objectif, c'est de tout faire fondre donc, pour obtenir une température finale de 10 degrés. Donc on va prendre comme système le thermos, qui va être l'équivalent d'un calorimètre finalement, plus le thé, plus les glaçons, ici. Et donc la transformation, elle est isobare ici. On peut clairement supposer qu'elle est suffisamment lente pour ne pas être seulement monobar. Donc on a delta H qui est égal à Q, et donc qui est égal à 0 par hypothèse du thermos parfait. Or, delta H, c'est une grandeur extensive, donc on peut le séparer en delta H du thermos, plus delta H du thé, plus delta H des glaçons. Bon, mais le delta H du thermos, c'est égal à la capacité du thermos fois la variation de température. Et donc ça, on va supposer que c'est très petit devant delta H du thé et delta H des glaçons, puisqu'on ne nous donne pas d'informations en fait, sur la capacité. Peut-être aller voir les données quand même, mais je pense qu'on ne nous donne pas d'informations sur la capacité du calorimètre. Du thermos, ici, je vais prendre toutes les données pour la suite. Je vais en avoir besoin. Voilà, donc on me donne la capacité thermique de l'eau liquide, du thé liquide, de la glace, mais on ne me donne pas du tout la capacité du calorimètre, thermos encore une fois, donc ça je vais le négliger. Delta H du T, bon, c'est la capacité du T fois delta T, avec delta T encore une fois qui vaut moins 10 degrés ici. Delta T, c'est égal à TF moins TI. C'est donc égal à moins 10 degrés, puisqu'on est parti de moins 10 de Kelvin aussi, c'est une variation de température. On est parti de 20 pour arriver à 10. Et donc on a mis 100 centilitres, donc 0,1 litre. Donc on connaît la masse volumique du T. Donc ça c'est égal à la masse de T fois la capacité du liquide fois delta T. Et donc c'est égal à la masse volumique fois le volume de T fois la capacité du liquide fois delta T. Alors pour les glaçons, on va imaginer un chemin fictif. Puisqu'il va se passer à la fois un changement d'état et un changement de température. Donc on part finalement dans l'état initial d'une masse de glace à T égale moins 15 degrés.
Et on veut arriver dans l'état final à une masse glace d'eau liquide à T final égale 10 degrés. Donc là, c'est que de la glace. Et à la fin, c'est que de l'eau liquide. Et donc pour cela, on va déjà réchauffer la glace. Donc on va l'appeler état intermédiaire 1. Donc là, on n'a que de la glace à 0 degré. Ensuite, on va faire la fusion. Donc on n'a que de la glace, que de l'eau liquide, pardon, à 0 degré. Et ensuite, on va réchauffer l'eau liquide. Et donc le delta H glaçon que je cherche s'obtient par addition des autres delta H, puisque H est une fonction d'état. Donc c'est égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Dans le premier état, je dois réchauffer ma glace. Donc c'est la masse de glace fois la capacité de la glace, qui s'appelle Cg, fois le delta T, qui vaut 15 ici. On va de moins 15 à 0. Plus la masse de glace fois l'enthalpie de fusion de la glace, puisque c'est une fusion complète, plus la masse de glace fois la capacité cette fois-ci de l'eau liquide fois 10 du coup. Et donc si on fait le bilan, on se retrouve avec la masse de glace fois 15 Cg plus L fusion plus 10 Ce. Ça, c'est delta H glaçon, plus le delta H du T, plus ρ Vt C liquide delta T, égale 0, avec ce delta T qui vaut encore une fois moins 10. Et donc, on en déduit que la masse de glace est égale à ρ V, le volume de T, fois la capacité du liquide, fois 10, du coup. Le moins 10 devient un plus 10, divisé par 15 Cg, plus L fusion, plus 10 Ce. Et donc on va faire l'application numérique en espérant trouver quelque chose de cohérent. Donc la masse volumique, c'est 1 kg par litre. 100 centilitres, c'est 1 litre justement. Je vérifie que c'était bien 100 centilitres, c'est écrit quelque part ici. Donc 100 centilitres, donc c'est 1 litre, donc c'est 1 kg. Fois C liquide c'est 4 kJ, donc 4000. Fois 10, du coup, divisé par 15 fois Cg, Cg c'est 2000. Plus L fusion, c'est 3,3 10 5 en unité normale, en joule, plus 10 fois CE. Et je tombe sur 100 grammes. Voilà, donc il faut 100 grammes de glaçons pour refroidir 1 litre de thé. Et donc on me donne que la masse d'un glaçon c'est 10 grammes, donc il faut 10 glaçons. Voilà pour la correction de ce problème de chimie que je trouvais intéressant. Il y a aussi une partie physique dans la toute dernière partie sur le thé. Ça permet de réviser un petit peu la calorimétrie. Donc voilà, j'espère que tout ce qui a été corrigé ici était clair. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et c'est pareil, si ça vous plaît, si ça vous aide, n'hésitez pas à me l'indiquer également en commentaire. Moi, ça m'encourage à poursuivre ce que j'entreprends ici. Allez, bonne journée, bon courage pour la suite.